On a tous déjà vécu ça, hein, d'un côté ou de l'autre. Un dîner en couple où on a vraiment l'impression de parler à un mur. Hmm. Ou des parents qui se disent « mais ils n'écoutent rien », alors que leur ado, lui, il pense juste « ils font que me donner des ordres ». Ah oui, le grand classique. Ou même cet ami qui, en pleine conversation, tu le vois, il hoche la tête, mais tu sens bien que son esprit est à des kilomètres. On met ça sur le compte d'un problème de communication. Mais en lisant les sources du jour, je me suis demandé « et si le vrai problème, c'était pas ce qu'on dit, mais le fait qu'on a juste oublié comment vraiment écouter ?» C'est exactement le cœur du sujet. On est dans un monde où tout le monde veut s'exprimer, donner son avis, poster son statut, mais qui prend vraiment le temps d'écouter? C'est vrai. C'est tout le propos du livre du psychologue Michael Nichols, L'art perdu de l'écoute. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est vraiment plonger dans ces idées pour comprendre pourquoi c'est une sorte de super pouvoir qu'on a tous un peu laissé de côté et surtout comment on peut le réactiver. J'aime beaucoup l'idée du super-pouvoir. Alors, pour qu'on s'y retrouve, on va suivre une piste assez logique, celle des textes. D'abord, on va essayer de comprendre pourquoi l'écoute est si fondamentale, bien plus qu'une simple question de politesse. Oui, Ensuite, on regardera en face ce qui nous empêche d'écouter, tous ces obstacles invisibles. Et enfin, le plus important, on verra comment, concrètement, on peut s'améliorer dans nos relations. On commence par la base alors. On dit toujours « il faut savoir écouter ». Ça sonne un peu bateau. Mais qu'est-ce qui se joue vraiment quand on se sent ou pas écouté? ce qui est fascinant, c'est que l'écoute est présentée ici comme un besoin psychologique, presque si fondamental que manger ou dormir. Ah oui, à ce point. Oui, être écouté, c'est recevoir un message qui dit tu existes, ce que tu ressens est légitime, tu as de la valeur. C'est une forme de reconnaissance, de validation. Et quand ce besoin n'est pas comblé, ça crée un vide, une frustration. L'auteur parle même d'une sorte de faim psychologique. Une faim psychologique, j'aime bien l'image. C'est ça. On se sent blessé, isolé, et on tente de combler ce vide avec des distractions. On passe des heures devant la télé, on scrolle à l'infini sur les réseaux. Mais la faim, elle reste là. C'est intéressant parce qu'on voit souvent l'écoute comme une absence de parole. Mais là, ce qu'on nous dit, c'est que c'est un acte positif. C'est presque dire à l'autre « je te vois et ce que tu vis est important ». C'est pas passif du tout. Pas du tout. Et le plus fou, c'est que ça commencerait bien plus tôt qu'on ne l'imagine. Bien plus tôt, on parle de la toute petite enfance. Les recherches du pédopsychiatre Daniel Stern, qui sont citées dans nos sources, sont incroyables là-dessus. Il montre que pour un nourrisson, juste après les besoins vitaux, vient le besoin d'être compris, d'être lu par ses parents. Attends, là je suis un peu surpris. Les sources disent que ça commence dès la naissance. Je pensais que c'était un besoin social qui venait bien plus tard. Comment ça se manifeste chez un bébé qui ne parle même pas? C'est là que c'est subtil. Prenons un exemple tout simple. Un bébé qui pointe un jouet avec un grand sourire. Ce n'est pas juste un geste, c'est une tentative de partager une émotion, une joie. D'accord. Si sa mère répond en regardant le jouet, en souriant et en disant un truc comme « Oh oui, il est beau ton jouet », elle fait bien plus que commenter un objet. Elle valide l'émotion du bébé. Elle lui dit « J'ai compris ce que tu ressens et je le partage avec toi ». C'est par ces milliers de micro-interactions que... Exactement. Que l'enfant construit sa confiance, le sentiment que son monde intérieur a de la valeur pour les autres. L'écoute nous façonne avant même qu'on ait les mots pour le dire. C'est vertigineux. Et cette idée de partage, ça nous amène à un autre concept important, la mutualité. Tout à fait. L'écoute, c'est pas une transaction où l'un donne de l'info et l'autre la reçoit. C'est la création d'un espace commun, d'un nous. L'exemple de la femme en voyage d'affaires qui appelle son mari tous les soirs est parfait pour ça. Oui, je l'ai noté celui-là. Le contenu de la conversation est souvent banal. La réunion était longue, la nourriture de l'hôtel est pas terrible. L'information en soi n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est l'acte de partager ces petits riens. C'est ce qui maintient le lien vivant, ce qui tisse la trame de leur vie commune, malgré la distance. D'accord. Donc, écouter, c'est valider l'autre et c'est créer du lien. Mais là où tout se complique, c'est dans la manière de répondre. Parce que parfois, on a l'impression d'écouter et notre réponse tombe complètement à plat et paf, ça déclenche une dispute. Oui, et c'est là que notre propre bagage émotionnel entre en jeu et vient tout brouiller. En gros, on réagit pas seulement à ce que la personne dit maintenant, mais à ce que sa situation nous rappelle de notre propre passé, de nos propres blessures. En psychologie, il y a des termes pour ça. D'accord. Donc si je comprends bien, c'est comme si on avait tous des lunettes déformantes.
La personne qui parle a les siennes, qui influence comment elle raconte les choses, et moi qui écoute, j'ai les miennes, qui déforment ce que j'entends. C'est une excellente image. C'est exactement ça. C'est un peu un dialogue de sourds où chacun parle à ses propres fantômes, en fait. Voilà. Les termes techniques sont transfert et contre-transfert. Le transfert, c'est l'orateur qui projette sur vous des attentes de son passé. Le contre-transfert, c'est vous, l'auditeur, dont la propre subjectivité colore l'écoute. L'exemple du couple est très clair. Une femme rentre, elle dit à son mari qu'elle a peur d'avoir des ennuis au travail. Elle est anxieuse. Ok. Lui, il répond sur le plan des faits. Je suis pas d'accord, ton patron ne peut rien te reprocher. Et là, c'est l'explosion. Parce qu'il a sauté une étape cruciale. Il a voulu résoudre le problème avant d'accueillir l'émotion. Elle cherchait pas un avocat, elle cherchait un allié. Quelqu'un qui dise d'abord « Je comprends que tu sois inquiète, ça doit être stressant ». C'est ça. Une fois l'émotion validée, là, la discussion sur les faits aurait pu avoir lieu. C'est fou comme un seul mot peut tout changer. Exactement. Et cette simple interaction nous ouvre la porte sur la grande question qui suit. Ah, Une fois qu'on a compris à quel point c'est vital, la question qui tue, c'est si c'est si important, pourquoi on est tous si nuls pour écouter? c'est la question à 1 million, oui. Les sources identifient plusieurs coupables. Le premier, et sans doute le plus courant, ce sont nos présomptions. On croit savoir. On est convaincu de savoir ce que l'autre va dire ou ce dont il a besoin. Du coup, on n'écoute plus vraiment. On est déjà en train de préparer notre réplique, notre conseil, notre solution. On est plus dans notre tête que dans la conversation. Ah oui, le fameux « je sais ce que tu vas dire ». L'exemple de l'ami qui songe à reprendre ses études est criant. Il vient nous voir, il est plein de doutes, d'angoisse. Est-ce qu'il va y arriver? Comment il va financer? Et notre présomption, c'est qu'il a besoin d'un coup de boost. Alors on coupe court à ses peurs et on lui lance un « mais c'est génial, fonce, tu vas tout déchirer ». On pense bien faire. Mais le résultat, c'est souvent l'inverse. L'ami se sent totalement incompris. Il n'a pas demandé un coach. Il a demandé une oreille pour explorer son ambivalence. En lui coupant la parole, on lui signifie que ses peurs sont pas légitimes. Il repart seul et avec une pression en plus. Aisément. Et il y a une version encore pire de ça, que l'auteur appelle la réaction excessive. C'est quand on saute sur l'histoire de l'autre pour la ramener à soi. « Ah, tu as des problèmes avec ton chef? Attends, laisse-moi te raconter la fois ou le mien. » Et c'est parti. Le dialogue devient une compétition. On vole la vedette, en somme. Le deuxième grand obstacle, on l'a un peu effleuré, c'est ce fameux transfert. C'est le poids de notre passé qui agit comme un filtre et nous fait entendre des choses qui n'ont pas été dites. L'exemple du mari qui entend sa mère au lieu de sa femme est terrifiant de réalisme. Sa femme lui demande simplement « Tu pourrais passer l'aspirateur, s'il te plaît ?» Une demande neutre, mais lui, il entend un reproche, un ordre. Pourquoi? Parce que dans son enfance, sa mère lui demandait de faire le ménage en le critiquant sans arrêt. Du coup, il réagit pas à sa femme dans le présent, il réagit au fantôme de sa mère. Il est incapable de dissocier les deux. Ce qui nous amène logiquement au troisième obstacle, la défensive émotionnelle. Et elle peut venir des deux côtés de la conversation. L'auditeur peut être sur la défensive, mais l'orateur aussi. Exactement. Prenons l'auditeur d'abord. On a l'exemple de Jack. C'est un homme qui adore critiquer les autres, mais qui est incapable de recevoir le moindre commentaire négatif. Dès que quelqu'un exprime un désaccord, il se braque, se sent attaqué, et la discussion est finie. C'est le « il critique tout, mais ne supporte aucune critique ». On en connaît tous un. Et de l'autre côté, il y a la défensive de celui qui parle. L'exemple de l'épouse surmenée est bouleversant. Elle est à bout, elle a l'impression de tout gérer toute seule. Un soir, elle explose et déverse sa frustration sur son mari avec colère, avec agressivité. Son message de fond, c'est un appel à l'aide. « Je suis épuisée, j'ai besoin de toi ». Mais ce que son mari entend, à cause du ton, c'est une attaque. « Tu es un bon à rien, tu fais jamais rien ». Et sa réaction est immédiate. Il se met lui aussi sur la défensive. Il se sent accusé injustement et il va contre-attaquer en listant tout ce qu'il fait. La communication est totalement rompue. La colère de l'épouse a rendu son propre message de détresse inaudible. C'est un cercle vicieux. Plus tu cries pour être entendu, moins on t'écoute. Bon, le constat est un peu sombre là. Entre nos préjugés, nos fantômes, nos émotions qui jouent au yo-yo, on se demande comment on arrive encore à communiquer. J'espère qu'il y a des solutions. Heureusement, oui. Et les stratégies proposées sont très concrètes et adaptées aux relations. Si on commence par le couple, la compétence numéro 1 à développer, c'est la maîtrise de ses propres émotions. Plus facile à dire qu'à faire quand on se prend une critique en pleine figure. C'est tout le défi. La recommandation, c'est de faire une pause.
Au lieu de répliquer du tac au tac, de se justifier ou de contre-attaquer, il faut essayer, même si c'est dur, de rester calme et d'écouter. D'abord, écouter jusqu'au bout. Juste écouter. Souvent, le simple fait de laisser l'autre rider son sac sans l'interrompre, ça fait déjà baisser la tension d'un cran. Une fois que l'émotion est retombée, là on peut commencer à discuter du fond. Réfuter tout de suite, c'est jeter de l'huile sur le feu. Il y a une autre idée qui m'a marqué. Le but du mariage n'est pas d'éliminer les différences, mais d'apprendre à vivre avec. C'est complètement contre-intuitif. On pense que le but, c'est de fusionner, de devenir pareil. Absolument pas. L'exemple du couple qui a des loisirs différents est tout bête mais très parlant. Lui adore regarder le foot, elle préfère aller faire du sport. Au début, c'est une source de conflit. Chacun essaye de convaincre l'autre. Que son truc est mieux. Voilà. La solution ne vient pas le jour où l'un cède, mais le jour où ils acceptent et respectent le besoin de l'autre. Ils apprennent à s'écouter et à négocier, sans chercher à se changer. L'harmonie vient de l'acceptation, pas de l'uniformité. Et ça s'applique aussi à ces dynamiques très communes du poursuivant et du distancé. Celui qui demande toujours plus d'attention et l'autre qui a besoin d'air. C'est la même logique de négociation. Le poursuivant a l'impression de toujours réclamer, et le distancé se sent étouffé et fuit. La solution n'est pas que l'un des deux gagne, c'est un ajustement mutuel. Le poursuivant doit apprendre à donner un peu d'espace, et le distancé doit faire l'effort d'initier le contact de temps en temps. C'est un équilibre délicat. C'est clair. Et avec les enfants, j'imagine que les règles du jeu sont encore différentes. On négocie pas de la même façon avec un enfant de 5 ans. Non, les maîtres mots sont l'empathie et le respect, mais les outils changent. Avec les jeunes enfants, les textes parlent de l'écoute réactive. Prenons l'exemple d'un enfant jaloux parce que son frère a reçu plus de cadeaux. Le réflexe parental, c'est de le gronder. Arrête d'être jaloux, c'est pas bien. C'est dur de pas faire ça à chaud, de pas juste réagir par principe. C'est tout l'enjeu. L'écoute réactive, ça se fait en 3 temps. D'abord, le parent respire un grand coup et maîtrise sa propre réaction. Étape 2, il se met à la hauteur de l'enfant et il valide son émotion. Il peut dire « Je vois que tu es très triste et que tu as l'impression que c'est pas juste ». Il reconnaît le sentiment. Sans être d'accord avec la raison. Exactement. Et c'est seulement après, étape 3, qu'il peut discuter d'une solution, rassurer l'enfant et trouver une issue. Et avec un ado, ça donnerait quoi? L'exemple du père et du fils qui veut aller faire du patin est pas mal. C'est la même philosophie. Le fils veut sortir. Le réflexe autoritaire serait d'imposer « Tu feras tes devoirs d'abord ». Point. Le père, lui, utilise une approche d'écoute. Il pose une question ouverte. D'accord, mais si tu y vas maintenant, quand est-ce que tu comptes faire tes devoirs? Ah, malin. Il dit pas non, il déplace la responsabilité sur son fils. Exactement. Il ouvre une négociation. Et le fils, qui est traité comme une personne capable de réfléchir, propose lui-même une solution qui arrange tout le monde. Le père a obtenu ce qu'il voulait, mais sans confrontation. Il a respecté le besoin d'autonomie de son fils. Il a montré qu'il l'écoutait et le prenait au sérieux. Ça change tout. Et pour finir, l'amitié. C'est une relation qu'on choisit. On pourrait penser que c'est plus simple. En théorie, oui, mais les non-dits peuvent être tout aussi destructeurs. Que faire quand une distance s'installe, quand on sent un grief mais que personne n'en parle? L'histoire d'Alice et Marie est une bonne illustration. 2 amies qui s'éloignent parce que leurs vies divergent. Chacune juge l'autre en silence. Et la situation se débloque quand l'une des deux ose briser la glace. Oui. Et la manière dont elle le fait est essentielle. Marie, au lieu d'arriver avec des reproches du genre « tu m'appelles jamais » ou elle exprime ses propres sentiments et ses suppositions sous forme de questions. Elle dit à Alice un truc comme « j'ai l'impression qu'on s'est éloigné et parfois je me dis que ça doit t'ennuyer que je sois toujours avec mon mari. » C'est courageux, ça. De parler d'elle, de sa propre vulnérabilité, au lieu d'accuser l'autre, ça ouvre une porte. C'est la clé. Cette ouverture a permis à Alice de parler à son tour. L'écoute sincère qui a suivi a permis de crever l'abcès. Et il y a un conseil très pratique pour l'amitié. Avant de donner son avis, il faut tester le terrain. Poser des questions comme « Et toi, qu'est-ce que tu en penses ?» Si on sent que l'ami se crispe, il faut savoir lâcher l'affaire. Parfois, le meilleur service à rendre, c'est pas un conseil, c'est juste une oreille silencieuse. Bon, si je récapitule, l'écoute, c'est bien plus que de la politesse. C'est un besoin vital pour se sentir exister et connecté. Mais c'est un parcours semé d'embûches. Nos préjugés, les fantômes de notre passé et nos émotions qui nous mettent sur la défensive. Mhm. Heureusement, il y a des pistes pour s'améliorer, que ce soit en gérant nos émotions en couple, en validant celles de nos enfants ou en osant parler de nos propres ressentis en amitié. La synthèse finale, je crois.
c'est que mieux écouter, c'est pas juste apprendre une technique, c'est adopter une nouvelle posture. Une posture d'ouverture à l'autre, bien sûr, mais aussi de conscience de soi. Et il faut pas oublier l'autre face de la pièce. Pour être bien écouté, il faut aussi apprendre à s'exprimer d'une manière qui ne mette pas d'emblée l'autre sur la défensive. C'est un travail sur les deux tableaux. C'est le travail de toute une vie, j'ai l'impression. Il y a une phrase magnifique dans les sources pour conclure qui résume tout. L'écoute n'est pas un besoin que nous avons, c'est un cadeau que nous faisons. Et peut-être une dernière pensée pour la route, une idée qui traverse tout le livre est que l'écoute que nous ne recevons pas est souvent l'écoute que nous ne donnons pas. Alors la prochaine fois que ce besoin intense d'être écouté se fera sentir, on pourrait peut-être prendre une seconde et se poser la question: à qui ai-je oublié d'offrir ce cadeau récemment ?